Alors, on le sait chez Echnoz, les gens et les objets aussi ont une propension assez hors du commun à s'égarer, à disparaître, à s'évaporer. Et ce qu'on constate, c'est que ces disparitions suscitent la plupart du temps des enquêtes et sont donc l'un des moteurs narratifs privilégiés. Mais en même temps, l'intrigue, bien qu'elle revête les apparences du polar dans un certain nombre de textes, ne parvient pas vraiment à adhérer au schéma attendu du roman policier. De sorte que ce qui disparaît est non seulement un certain nombre de personnages et d'objets, mais aussi de codes du roman policier, tout comme le savoir qui devrait résulter de l'investigation. De ce fait, si ces récits ont bien comme point de départ des disparitions, on peut se demander si l'impossibilité de les raconter n'est pas aussi ce que raconte à sa manière Echnoz. Alors pour commencer, je voudrais d'abord revenir sur le point de départ des intrigues policières dans l'œuvre d'Echnoz, point de départ qui n'est pas en premier lieu un meurtre, c'est-à-dire un acte violent qui rompt un ordre en laissant une tache sur le monde. Avec Echnoz, le monde n'est pas d'abord défait par addition de quelque chose qui le sout, mais plus souvent par soustraction. Mais en même temps, ces disparitions sont régulièrement un catalyseur assez tempéré de l'action. Dans Cherokee, par exemple, les disparitions initiales sont tout à fait mineures puisqu'elles concernent un disque, un perroquet, une femme adultère, des héritiers, avant que la disparition de George Shave, ou Chave, je ne sais pas comment on doit dire, l'un des inspecteurs, n'engrange l'intrigue principale qui est donc très fortement retardée. Dans Lac, la disparition du mari de Suzy Oswald ne s'insère pas dans la trame du roman d'espionnage, mais fonctionne en fait comme un élément narratif en suspens qui ne jouera un rôle qu'à la toute fin de l'intrigue. Je m'en vais s'ouvre de son côté par Ferrer qui s'en va sans disparaître. On a là une sorte de faux départ du personnage mais aussi de la narration et qui est justement dénoncé comme un avatar insatisfaisant d'une disparition, je cite le texte, ça avait d'abord été Ferrer lui-même qui aurait pu disparaître pour de bon. Et à ce coup manqué répondent des disparitions à peine plus effectives qui sont celles des conquêtes amoureuses de Ferrer, qui en quelque sorte fait disparaître une femme en la remplaçant par une autre qui est dite, c'est charmant, de rechange. Le registre policier est donc bien parasité par des aventures amoureuses en série qui simulent la disparition mais sans jamais la concrétiser. Et cette logique de l'ersatz se fortifie avec, je cite le texte, la disparition tragique de Delahaye, une disparition qui nous sera elle-même en quelque sorte ravie, quelques pages plus loin, puisque nous assistons à son enterrement, et nous sommes donc forcés de reconsidérer le terme disparition qui avait été utilisé comme un euphémisme et pour mort, et donc comme un leurre. Et il faut attendre en fait le vol des œuvres antiques de l'année chilique, le bateau, pour enregistrer la première véritable disparition, et donc l'entrée assez tardive du roman dans le genre policier. En tout cas, on voit bien que plusieurs disparitions sont parfois nécessaires pour lancer l'intrigue, et c'est le cas notamment dans Les Grandes Blondes, où la disparition de Gloire engendre l'enquête, et cette enquête entraîne elle-même la disparition du premier inspecteur Kastner. En l'intervalle de quelques pages, une disparue a été retrouvée, et c'est ce surplus qui semble comme exiger qu'une deuxième disparition vienne en prendre le relais. On observe d'ailleurs une même concaténation des disparitions dans Cherokee, où Shave ne disparaît qu'après avoir fait cesser les deux précédentes disparitions, celle du perroquet et de Madame Degas, tout comme dans Je m'en vais, où Baumgartner n'apparaît où il apparaît comme s'il fallait suppléer Delahaye qui a disparu, et il s'agit en fait d'un même personnage. En tout cas, les disparitions ne sont jamais ni stables ni définitives, et d'ailleurs à la fin, de nombreux disparus ressurgissent. La dynamique des intrigues repose sur un jeu du chat et de la souris, entre ceux qui cherchent à faire apparaître et ceux qui cherchent à faire disparaître ou à disparaître, jusqu'à d'ailleurs nouer ces fils dans Les Grandes Blondes, où Gloire est celle qui disparaît et fait disparaître, disons même celle qui fait disparaître pour rester disparue. Et alors, cette situation a une conséquence qui me semble importante, c'est que la plupart du temps, il ne reste pas aux inspecteurs le principal à partir de quoi mener une enquête, à savoir un cadavre. Alors, je vous rassure, il y aura quand même quelques morts ici ou là, mais ils ne seront jamais ni au centre, ni au départ de l'intrigue, même dans Un an, alors qu'il n'est pas tout à fait un roman policier, faux roman policier, le premier qui commence par une mort, mais ce n'est pas une véritable mort. Dans Cherokee, il me semble symptomatique que le futur détective qu'est Shave se rende à un rendez-vous qui va sceller son destin en, je cite le texte, contournant la morgue.
Lors de notre première rencontre avec Fred, dans le même roman, nous le voyons en train de regarder deux hommes qui en dépècent un troisième et qui, je cite, plongent ses restes dans une baignoire pleine d'acide pour les faire disparaître. Dans Lac, l'absence de cadavre est comme exhibée par un détournement parodique au moment où Chopin rejoint Fernandez et observe des hommes qui, je cite, passaient vider de temps en temps leur crâne fendu, leur carcasse démembrée dans les hauts conteneurs. Finalement, comme avant, Fernandez surveillait des ossements. Mais ces carcasses n'appartiennent pas au polar, puisque nous apprendrons juste après que Chopin avise en réalité des tripiers. Le principal élément de définition du récit policier, la dépouille, ne parvient pas à une existence pleine et entière dans les romans d'Echenoz. Il en va de même pour le cercueil de Delahaye qui, je cite, sonne creux, et pour cause, il n'y a pas de corps à l'intérieur. Alors malgré cela, dans Je m'en vais, le lecteur n'est pas entièrement frustré dans ses attentes morbides, puisqu'il y a quand même un meurtre, celui du Flétan, mais celui-ci est conçu comme une annulation, beaucoup plus que comme un assassinat en bonne et due forme. Delahaye lui dit ceci: « Tu n'as pas d'existence sociale, on ne se rendra compte de rien. » Il a par avance disparu, et l'arme du crime utilisée est un camion frigorifique, ce qui nous ramène à la banquise qu'explore Ferrer et au coloris blanc qui teinte les pages du récit. Dans Les Grandes Blondes, le mode opératoire utilisé par Gloire pour se débarrasser de ses adversaires, à savoir les précipiter dans le vide, ce qui est relativement efficace quand on sait s'y prendre. Ce mode opératoire est finalement l'accomplissement même de cette logique de la disparition, et il est justement décrit comme un nettoyage par le vide. Comme dans Les Gommes de Rob Grillet ou dans La disparition de Pérec, il y a donc bien un blanc qui se matérialise dans cette absence de cadavre. Et si tout roman policier repose peu ou prou sur un vide que l'enquête doit combler, eh bien Echenoz, lui, prend un soin méticuleux à creuser et même surtout à falsifier cet abîme. En tout cas, on l'a compris, la structure policière chez Echenoz est malmenée à cause de cet objet qui disparaît sans disparaître tout à fait. Mais le romancier s'en prend aussi à l'acteur de l'enquête, le détective. Parce que ce qu'il fait disparaître de ces textes policiers est la figure de l'amateur éclairé et génial imposé par Dupin, Holmes et Poirot. Le premier point de déception est donc celui-là même qui faisait le prestige du roman à énigme, à savoir les extraordinaires facultés d'analyse d'un seul détective. De ce fait, l'écriture d'Echenoz supprime l'état d'exception qui constitue théoriquement le polar comme un univers en marge du réel. L'enquête, chez lui, ne relève plus d'une passion pour la justice, d'une jubilation de l'intellect à élucider des énigmes, ni même d'un goût pour l'aventure. Il s'agit tout bonnement d'un gagne-pain comme un autre. La peau de Shave, après une journée d'enquête, je cite le texte, collée d'aigres sueurs salariales. Et on imagine quand même assez mal Dupin rentrant chez lui et victime d'une telle sudation. Dans Lac, Chopin, entomologiste de son état, n'est de son côté agent secret que pour arrondir ses fins de mois difficiles. Et tout le monde le sait, la recherche ne nourrit pas toujours son homme. L'enquête est donc rémunérée et elle devient ainsi sujette à tout ce qui peut disqualifier un emploi. Voilà ce que dit Chopin. On se fatigue même de l'espionnage très vite. C'est qu'il y a des longueurs, des corvées dans ce métier. Et en effet, sous les rebondissements, surgissent très souvent des moments d'attente, des longueurs qui font disparaître la dynamique de l'intrigue. L'activité d'Echenoz est ainsi de placer le polar là où il ne peut pas théoriquement être placé, dans le quotidien même du lecteur. Et de ce fait, l'amateurisme de ces inspecteurs n'est plus celui de Dupin ou de Holmes, c'est-à-dire celui qui était le signe de leur génie et de leur anticonformisme. Alors on le sait, cet infléchissement est lié aussi à l'influence du roman noir, du roman d'espionnage et du cinéma. Dans Je m'en vais, par exemple, le Flétan, que Delahaye est sur le point de solidifier dans le camion frigorifique, fait valoir que ce procédé se trouve dans tous les téléfilms et qu'il est d'une banalité affligeante. Alors Delahaye le concède bien volontiers, voilà ce qu'il lui dit, ce n'est pas faux. Je revendique l'influence des téléfilms, le téléfilm est un art comme un autre. Ici, ce sont bien les modèles policiers prestigieux qui ont disparu. Mais même le téléfilm a la vie dure chez Echenoz. Par exemple, dans Cherokee, on voit Bock qui a du mal à imiter le héros du film américain. Je cite, « Bock n'avait pas l'intention d'utiliser cette arme, du moins sous l'angle balistique. Il ne tablait que sur sa force intimidante. Il n'était pas sûr de sa méthode. Comme il eût été simple d'entrer sans façon, d'un coup de pied dans la porte, de dire à cette femme 3 mots d'une voix fatiguée, en américain, et que de tremblants sous-titres vernaculaires vinssent s'étaler à ses pieds pour faire comprendre ce qu'il voulait. Mais il se fit une raison, se décida, ouvrit la porte, normalement. » Normalement, l'adverbe dit tout, c'est bien l'abolition de l'exception policière. Et ces attentats répétés
contre la structure policière ont à mon avis une conséquence essentielle, c'est que le savoir et le raisonnement, qui concouraient à la force de séduction du polar, ont disparu. Les romans d'Echnoz ne répondent plus à cette organisation presque architecturale qui faisait du récit à énigme une marche vers la vérité, où la progression narrative était fondée sur le progrès du savoir. Et cette disparition, eh bien, c'est peut-être la plus retorse de l'art policière d'Echnoz, parce qu'elle est justement perpétrée à l'aide de son antagoniste, à savoir la profusion. Il suffit de regarder les intrigues, elles sont funambulesques, alambiquées, sautillantes, truffées de plus de personnages qu'un esprit normalement constitué, enfin en tout cas le mien, ne peut en mémoriser, et cela jusqu'à altérer la compréhension des tenants et des aboutissants de l'enquête. C'est particulièrement net dans le méridien de Greenwich, auquel je ne comprends pas grand-chose. De sorte qu'il n'y a pratiquement plus aucun moment de réflexion et d'interprétation des indices, ces morceaux de bravoure où l'intelligence du détective se donne en spectacle, mais à la place, un enchaînement sans queue ni tête d'événements qui ne permet plus à l'entendement humain de se préparer, de s'élancer, ni même de balbutier. Par exemple, dans Cherokee, on a toutes ces intrigues disloquées qui s'organisent autour de ce centre de gravité qu'est l'agence de détectives privés. Et on l'a dit tout à l'heure, effectivement, les résolutions ou les découvertes sont la plupart du temps le fruit de séries de coïncidences qui attirent à Shave la jalousie de ses collègues puisqu'il résout coup sur coup plusieurs affaires inexpliquées par le plus grand des hasards. Dans Je m'en vais, le seul flic à intervenir est un certain Supin, qui affirme que le cadavre du flétan a été, je cite, découvert par hasard. Il invoque plus loin, je cite, un coup de bol à la frontière espagnole. Et enfin, il s'excuse même d'avoir mis la main sur le coupable. Ce n'est rien, c'est de la chance. De sorte que Je m'en vais se dénonce, dans un style un peu moins déluré que Jacques le Fataliste, comme un jeu entre le hasard des événements et le déterminisme de la narration. Comme quand Ferrer manque de peu la page d'un magazine où l'on devine Baumgartner en arrière-plan, je cite, « Ferrer allait tomber dans 4 secondes sur cette page et cette photo, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, mais Suzanne choisissant cet instant pour surgir, il ferma sans regret l'hebdomadaire. » La disparition du perroquet et la visite au zoo de Bock dans Cherokee rappellent quant à elle, sur un mode parodique, tant Double assassinat dans la rue Morgue de Pau que la disparition de Pérec, où les personnages, échouant à interpréter un post-scriptum d'Anton Voigt, se rendent justement dans un zoo. Mais l'épisode chez Echnoz se conclut par un refus catégorique de raisonner de la part de Bock, qui reprend en fait l'un des principes les plus célèbres du roman policier, à savoir celui de la lettre volée, mais pour en faire disparaître l'efficacité. Voilà ce qu'il dit, « Les objets se retrouvent toujours à leur place naturelle, du moins ils y séjournent nécessairement à tel ou tel point de leur cours sublunaire. » On voit bien ici le principe de la lettre volée qui devient une sorte de pseudo-déterminisme inspiré de l'astrophysique, voire de l'astrologie, et qui signe en tout cas l'évacuation de la pensée et de l'enquête, et qui annule ce principe herméneutique qui était fécond dans le roman Énigme, le principe de la lettre volée. Alors malgré cela, n'exagérons rien, le raisonnement n'a quand même pas complètement disparu chez Echnoz. Il survit, mais non pas moribond comme on pourrait s'y attendre, mais il survit en fait de manière miraculeuse. L'inspecteur Crémieux, dans Cherokee, est l'un des rares à fournir un avatar de déduction logique. Voilà ce qu'il est dit. Il raconta méthodiquement tout ce dont Véronique venait de leur faire part. À la surprise de Véronique, il ajouta au récit de la jeune femme des détails de son cru. À sa surprise supérieure, ces détails étaient vrais. Alors pour incongru que soit cette attitude, c'est elle qui en réalité fonde déjà le caractère exceptionnel du raisonnement de Dupin, qui se caractérise non pas par un strict assujettissement à la rationalité, mais bien par son mariage avec une part d'invention et de fantaisie. Dupin est présenté comme un penseur et un poète, je cite ici Double assassinat dans la rue Morgue, un Dupin double, un Dupin créateur et un Dupin analyste. C'est donc avant tout un homme qui déborde d'imagination, une sorte d'avatar du romancier, comme Holmes d'ailleurs, dont la méthode repose sur un pari interprétatif qui requiert une forte dose d'imagination. Mais Echnoz, lui, ampute cette faculté créatrice de ses assises rationnelles, si bien qu'il fait basculer ses récits policiers dans ce que j'aurais envie d'appeler des opérations de magie narrative pour relancer l'intrigue lorsque le besoin s'en fait sentir. Ce qu'on constate, c'est que les professionnels de la police et les criminels dégotent à loisir les renseignements les plus inattendus sans en fournir d'explications véritablement plausibles, comme le fait par exemple l'inspecteur Close dans Les Grandes Blondes ou l'indicateur Briffaut dans Cherokee.
Ce qui est donc passé à la trappe est le raisonnement et l'enquête, qui sont précipités dans une sorte d'ellipse qui liquide la réflexion, la rendant, donc le raisonnement est de ce fait non seulement impossible, mais pire encore, il devient quasiment inutile. Le savoir policier chez Echnoz n'est donc plus le résultat d'une élaboration longue, méthodique, patiente, scrupuleuse. Il disparaît pour mieux ressusciter sous une forme magique et désinvolte. Alors face à cette mise en crise de l'herméneutique policière, on peut se demander s'il est si important que cela de parvenir à démêler l'imbroglio des énigmes, puisque les personnages ne nous y aident pas vraiment. Il n'est donc pas sûr que la lecture qu'invente Echnoz requiert une compréhension pleine et entière de leur logique. Le succès du récit ne repose pas, comme chez Conan Doyle, chez Poe, chez Agatha Christie, sur la cohérence impeccable que le lecteur est sommé de retrouver partout. Car ce qu'Echnoz, lui, ne cherche pas à faire disparaître, réside dans les conventions du roman policier, qui, elles, sont affichées avec insistance quand ces éléments de définition les plus importants, eux, sont retranchés. De ce fait, Echnoz soumet la vraisemblance du polar à une série de perturbations, et ces constituants sont à la fois assumés et distanciés, présents et absents, avec ce résultat qui est qu'on a parfois le sentiment que c'est peut-être moins le genre policier en lui-même qui inspire Echnoz que son artificialité, une artificialité qui va venir saturer ses textes. Alors on sera par exemple sensible à la manière dont les enquêteurs pénètrent dans le récit. Dans Cherokee, nous faisons leur connaissance sur le modèle du conte. Il était une fois deux hommes nommés Ripper et Bock, ce genre de grands maigres et de petits gros qu'on ne présente plus. Crémieux et Guilvinec n'échappent pas eux non plus à cette formule consacrée. Il était encore une fois deux hommes qui roulaient sur le périphérique. L'inspecteur Close dans Les Grandes Blondes peut quant à lui se prévaloir, je cite ici le texte, d'un faciès ratier de second rôle français, d'un physique de fourbe qui traîne souvent dans les castings, de l'allure des types recrutés pour jouer l'agent de change véreux, l'ancien collègue maître chanteur ou le beau-frère dans La Police, c'est d'ailleurs son rôle dans le roman. On voit bien en tout cas qu'être truand, agent secret ou policier chez Echnoz n'est pas une posture naturelle pour l'être humain, une sorte d'attitude qui serait inscrite dans le champ des possibles, c'est avant tout un rôle qu'on joue et que le roman exhibe comme tel. Si la banalisation de l'univers policier tend donc à anéantir le polar, l'artificialité, elle, s'efforce au contraire d'en ramener la dépouille à la surface, mais tout ceci pour nous certifier que l'univers du polar n'est pas tout à fait le nôtre. C'est donc bien très lucidement que les artifices romanesques vont remplir le vide qui est laissé par la disparition de certaines des normes policières, et tout particulièrement la mauvaise foi avec laquelle le polar soustrait des indices au lecteur afin de susciter son enquête. Sur un mode ludique et feutré, c'est cette mauvaise foi qui est surjouée dans un coup de théâtre miniature qui attend le lecteur de Lac. Lorsque Chopin hasarde qu'on pourrait reconnaître le colonel Sec, et on est quand même à la page 110, donc quasiment les 2/3 du roman, et Sec lui rétorque ceci: « Vous dites ça parce que je suis noir ?» Point d'interrogation. Or, rien ne laissait présager une telle information. Le lecteur est donc forcé d'admettre que le narrateur la lui a cachée. L'effet de sidération propre à la révélation d'indices camouflés par la narration dans le roman policier traditionnel est donc déporté ici sur un détail incongru et anodin qui souligne l'artificialité de tels procédés. Un jeu permanent sur le savoir narratif, sur ses limites et sur son hypocrisie va donc se déployer, et il est tout particulièrement insistant dans Envoyé spécial. L'omniscience y est régulièrement revendiquée à l'aide d'intrusions d'un narrateur qui affiche son monopole des connaissances sur l'intrigue. Voilà ce qui est dit. Nous, qui sommes toujours mieux renseignés que tout le monde, savons très bien où se trouve Clément Poniel. C'est le narrateur qui parle. Devenu un voyeur, le narrateur délaisse pourtant cette omniscience en traquant pour notre compte les personnages. Voilà ce qui est dit un peu plus loin. N'ayant rien de mieux à faire et passant dans le quartier, nous nous sommes discrètement introduits chez le vertisseur. On voit bien ici que la perspective omnisciente devient focalisée et amène à de brutales restrictions de champ qui sont assez régulières. Un autre exemple, dès cet instant, nous perdons leurs traces et toute la suite du texte est un rapport circonstancié mais très limité sur les informations disponibles au sujet des protagonistes. Mais le plus souvent, aucun élément ne vient justifier ou naturaliser ces revirements de perspective. Par exemple, après un passage qui est totalement omniscient, on lit ceci: « Clément Poniel ne doit pas la connaître depuis longtemps, peut-être même vient-il seulement de la rencontrer. »
De la même manière, il y a le mot commanditaire, plus loin dans le roman, crée un faux mystère pour le lecteur sur l'identité d'un personnage qui est parfaitement identifiable et qui est dévoilé plus loin de manière parodique. Je cite, « Quant à ceux qui n'avaient pas compris que le commanditaire se nomme Clément Poniel, nous sommes heureux de le leur apprendre ici. » On a bien une véritable désinvolture qui met à nu et qui désamorce les procédés de suspense issus, dans le roman policier, d'une focalisation qui, avec Echenoz, ne peut plus nous apparaître, ne peut nous apparaître que comme un artifice narratif. Le lecteur est donc amené à lire une double enquête, celle des personnages et celle du narrateur sur les personnages, dans un texte qui se révèle incapable de s'assigner à un régime narratif cohérent et stable. Le vide qui travaille les polars d'Echenoz est sans cesse comblé par cette fictionnalité qui devient elle-même l'objet d'un jeu et aussi d'une investigation. Mort et résurrection, telle serait donc la dynamique au cœur de l'écriture policière d'Echenoz. Celle-ci procède, on l'a vu, à la fois d'un rapprochement avec le réel et en même temps d'une forme d'émancipation à l'égard de la réalité. C'est donc tant la possibilité que l'impossibilité du polar au contact de notre quotidien qu'Echenoz met en scène. Et il semble ainsi avoir cerné ce qui fait toute la spécificité du roman policier, à savoir être un récit impossible, comme l'appelle Uri Eisenzweig. Dans le roman à énigme, en effet, la première narration, qui est celle du crime, est lacunaire. Elle a littéralement disparu et l'enquête vise à la retrouver. Les faits ne sont pas représentables directement et ne peuvent l'être que par l'entremise de l'instance supérieure qu'est le détective. Son récit est donc la première véritable narration sur des événements qui, auparavant, n'étaient pas racontables. C'est cette narration qui comble les interstices qui étaient laissés béants par l'histoire. Le savoir issu de l'enquête dans le roman policier n'est donc pas qu'intellectuel. Il appartient à la fiction, il est aussi et surtout un savoir narratif qui ne prend forme et corps que dans un récit, celui de l'enquêteur. Et c'est ce qu'Echenoz a bien compris en nous forçant à enquêter aussi sur la fabrique du récit. L'impossibilité fascinante à raconter, qui est surmontée quand on s'appelle Dupin, Holmes ou Poirot, mais qui en revanche frappe de plein fouet les inspecteurs d'Echenoz, est ainsi aussi ce sur quoi porte notre enquête, parce que les codes policiers ne cessent d'apparaître et de disparaître. C'est cette impossibilité qu'Echenoz raconte de manière particulièrement habile, en pluralisant à l'extrême une herméneutique qui prend aussi le roman pour objet, mais cela sans jamais s'enfermer dans l'autotélisme. Je vous remercie.